Donc, premier thème, c'est les politiques culturelles. Alors, avant d'entamer le débat, je vais rappeler quelques petits chiffres. Le budget du ministère de la Culture en 2022 se monte à un peu plus de 4 milliards d'euros, hors audiovisuel public. Cela représente 0,47% du total du budget de l'État, en comparaison 7% pour les armées. Au sein de ces 4 milliards, 25% vont au patrimoine, 18% à la transmission des savoirs et démocratisation culturelle, je cite les termes, et enfin 22% à la création, ce qui représente 900 millions d'euros. Au sein du budget, non, qui représente 780 millions d'euros. Au sein du budget création, donc, non, 900 millions, pardon. 780 vont à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant, 89 à la création, production et diffusion des arts visuels, et enfin 50 millions au soutien à l'emploi et à la structuration des professions. Sur les 780 millions d'euros du budget création du ministère de la Culture, un tiers est réparti entre les différents lieux culturels dépendant directement du ministère. L'Opéra de Paris, la Philharmonie de Paris, la Comédie Française à Paris, la Villette à Paris, le Théâtre de l'Odéon à Paris, le Théâtre de Chaillot à Paris, le Théâtre de l'Opéra Comique à Paris, le Théâtre National de la Colline à Paris, le Centre National de la Danse à Paris, l'Ensemble Intercontemporain à Paris, et enfin, vilain petit canard, le Théâtre National de Strasbourg. Voilà. Selon une note de conjoncture sur les dépenses culturelles des collectivités territoriales publiée par l'Observatoire des politiques culturelles en février 2021, en 2019, la dépense culturelle consolidée de l'ensemble des collectivités de plus de 3 500 habitants s'élève à 9,8 milliards d'euros. 5,7 milliards pour les villes de plus de 3 500 habitants, 2 milliards pour les EPCI, c'est les groupements de communes, 1,2 milliard pour les départements et 794 millions pour les régions. Donc ça représente 2,9% du budget des régions, 2,8% des départements, 11% des métropoles et 20,6% du budget des villes de plus de 100 000 habitants. Voilà pour un peu l'état des budgets culturels en France. Enfin, dernier chiffre, selon le dernier rapport qui date un peu de l'Inspection générale des finances en 2014, la culture contribue pour 3,2% à la richesse nationale et emploie 670 000 personnes. Ça représente 3,2% de la somme des valeurs ajoutées de l'économie française, ce qu'on pourrait appeler le PIB culturel. C'est en valeur ajoutée l'équivalent du secteur de l'agriculture et des industries alimentaires, 2 fois les télécommunications, 4 fois l'industrie chimique ou l'assurance, et 7 fois l'industrie automobile. Voilà, pour cadrer un petit peu les choses. Alors, aujourd'hui, j'ai envoyé les questions à nos 3 invités. Il y avait 3 questions. Faut-il envisager un plan de relance pour la culture? Si oui, quels en seraient ces vecteurs? Quel doit être le rôle du ministère de la Culture? Qu'en est-il de la politique de déconcentration culturelle et quelle politique territoriale pour l'État? Donc là, c'est la deuxième question qui concerne l'État. Troisième, faut-il poursuivre la décentralisation culturelle? Si oui, selon quelle logique et quels critères? Donc là, c'est évidemment les collectivités locales. Et puis, donc, il y a 4 questions, j'ai dit 3, c'est 4. Faut-il désormais construire l'Europe de la culture? Quel doit être le rôle de la France dans la conception des politiques culturelles européennes? Je vais commencer par Benoît Careil, donc adjoint à la culture de la ville de Rennes et représentant donc de Europe Écologie Les Verts. Donc environ 7 minutes. Ensuite, ce sera chacun des 3 7 minutes. Et puis ensuite, vous aurez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation et pour votre initiative, parce que c'est vrai que ça fait du bien de débattre de la culture. On a peu l'occasion lors de cette élection. Un mot sur le ministère, donc sur le rôle du ministère et sur la politique de décentralisation. Le ministère est bien sûr un rôle de pivot central des politiques culturelles en France, et il est précieux pour son analyse et son soutien aux filières de production et de diffusion, aux questions de patrimoine et aussi, par exemple, l'éducation artistique et culturelle, notamment avec sa relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un élément déterminant de nos politiques culturelles. Il s'est fait longtemps de façon très descendante dans les territoires. Ceci dit, on sent bien depuis
depuis quelques années qu'il y a un effort du ministère pour mieux dialoguer avec les collectivités territoriales. Et c'est un chemin que l'on doit continuer à prendre. Les politiques culturelles ne peuvent plus se décider de Paris, évidemment, et ne peuvent plus se faire uniquement avec un prisme d'une culture nationale, en tout cas d'une hauteur de la hauteur de Paris. Donc, il est important pour nous, les écologistes, de travailler, de prolonger la décentralisation par une gouvernance partagée des politiques culturelles. Et le ministère, au travers de ses services décentralisés, les DRAC, peuvent travailler intelligemment en concertation avec les différentes strates de collectivités territoriales. En Bretagne, on a une expérience plutôt chouette, le 3CB, le Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne, qui existe depuis 2015 et qui est assez exemplaire comme initiative. En tout cas, il y a évidemment beaucoup de choses encore à travailler et d'autres expériences peuvent exister ailleurs. En tout cas, le 3CB, c'est 4 réunions à l'année où toutes les collectivités bretonnes se réunissent, donc communes, départements, régions, avec les services de l'État, pour échanger sur les enjeux transversaux de la vie culturelle en Bretagne et partager en tout cas une connaissance des différentes politiques culturelles, notamment du ministère, qui croisent nos différentes politiques culturelles. Je pense que l'avenir du ministère de la Culture et de la politique de déconcentration, ça sera justement ce dialogue entre les collectivités et l'État, un dialogue qui sera permanent, j'en suis convaincu, enfin qui devra être permanent. On travaille évidemment, comme toutes les grandes collectivités, je pense aux grandes métropoles, hein, dans un dialogue permanent avec la DRAC, mais ça ne doit pas être l'exclusivité des grandes métropoles. Bien entendu que les communes rurales, comme les communautés de communes, les départements doivent aussi avoir ce dialogue avec l'État, et il doit être mené de préférence avec un tour de table complet des différentes strates de collectivités. Je pense que l'important dans ce dialogue, c'est bien sûr que, en tout cas avec Yannick Jadot et les écologistes, on est convaincus qu'il n'y a pas une politique culturelle, il n'y a pas, comme il n'y a pas, il n'y a pas une culture, il y a des cultures, il y a des territoires, des provinces et des régions avec des cultures spécifiques, et que chaque territoire doit définir ses priorités, ses spécificités, ses outils adaptés à son territoire. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les projets culturels de territoire, qui doivent être concertés et co-construits, d'aborder à la fois les évolutions en tenant compte des forces de chaque territoire et des dynamiques qui peuvent exister avec des coopérations entre des acteurs, avec des institutions, avec des associations, et c'est bien en s'appuyant sur ces dynamiques locales qu'on peut aussi mieux travailler la question les questions qui sont essentielles pour nous, qui sont les questions de la diversité culturelle, les droits culturels, l'éducation artistique, tout ça, tous ces sujets sont des sujets qui partent de la coopération entre des ressources sur un territoire, et l'État doit avoir ce rôle d'accompagnateur des dynamiques qui peuvent exister territorialement, et je pense que ça sera un bel avenir, en tout cas pour le ministère de la Culture. Et je m'arrête là. Ok. Martin, est-ce que vous voulez... Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et merci pour cette belle introduction musicale. Ça ferait du bien d'en avoir plus souvent dans les débats, je crois, d'avoir ces petits temps-là. Peut-être que c'est un peu de harpe qui ferait venir Macron pour débattre avec les autres candidats.
Je crois qu'il n'est pas anodin que ni le Parti socialiste, ni les Républicains, ni la République en marche ne soient présents aujourd'hui, tant ils ont été les artisans, durant les 3 derniers quinquennats, du démantèlement du service public des arts et de la culture. Parce qu'on parle d'un ministère de la culture, mais ce ministère, il prend place dans quelque chose d'encore plus ample, dans une volonté politique qui est peut-être singulière en France, qui est celle d'avoir un service public des arts et de la culture, qui compose bien entendu, qui n'a pas la main sur tout, bien, comme ça a pu être dit, on parle ici de grands écosystèmes très variés en termes d'économie et de fonctionnement. Néanmoins, à l'instar de ce qu'on peut voir sur les définitions différentes qu'il peut y avoir du service public de la santé, des transports et autres, il me semble important de définir aussi quels objectifs politiques on veut avoir avec le service public des arts et de la culture. Celui que nous avons à la France Insoumise et à l'Union Populaire, qui se place dans l'héritage de notre pensée, notre famille de pensée philosophique qui vient des Lumières et qui continue avec tout le camp du progrès social et de l'émancipation depuis la Révolution de 1789, c'est d'avoir une définition de la culture comme une multiplicité d'expériences d'altérité qui sont vectrices d'émancipation. Et ce ministère, donc, ces services publics, dans la diversité des formes qu'elles ont pour mission de garantir la familiarité de toutes et tous avec les arts et toutes les formes de culture qui peuvent exister, et d'être également garant de la diversité culturelle et de la diversité des formes soutenues, encouragées à travers le pays. Et également une des peut-être missions plus contemporaines qu'il s'agirait d'ajouter à ce ministère tel qu'en tout cas nous le concevons, il s'agit également de faire ressentir à toutes et tous la créolisation de la France, d'un pays comme la France, au quotidien, c'est-à-dire en effet la construction d'un pays qui croise une multitude de perceptions du monde, une multitude maintenant également peut-être aussi de langues, en tout cas une multitude d'histoires. Et enfin, et ensuite je parlerai un peu plus précisément, peut-être un peu plus techniquement de ce que ça signifie par la suite, il s'agit également de garantir à l'ensemble des citoyens de pouvoir développer un rapport critique et sensible au monde et de se garantir les outils et les possibilités d'exprimer ce rapport critique et sensible au monde. Et l'ensemble de tous ces éléments-là, au-delà d'être, comme on l'a trop pensé, le supplément d'âme ou le dernier élément auquel on pense, la cerise sur le gâteau, quand on a fait tout le reste des budgets, parce que ça fait joli aussi de soutenir les artistes, tous ces éléments-là, pour nous, ils sont constitutifs de l'être citoyen. Ils sont constitutifs de la personne. Et dans le projet de 6e République que nous portons avec l'Union Populaire et la France Insoumise, ce service public des arts et de la culture, sous toutes les formes qu'il prend, encore une fois, sera essentiel pour passer à cette République, à cette 6e République telle que nous la voulons et telle que il nous semble nécessaire de la faire advenir aujourd'hui. Ensuite, concrètement, on observe depuis plus de 3 quinquennats une absence de direction politique au ministère de la Culture, un démantèlement progressif de ses capacités d'agir et clairement un champ austéritaire généralisé depuis, voilà, encore une fois, une quinzaine d'années. Petite exception, 200 millions d'euros qui sont arrivés au budget du ministère de la Culture l'année dernière pour financer le Pass Culture, dont on pourra peut-être parler, mais qui accélère en fait la vision que nous pouvons avoir et que nous partageons avec d'autres interlocutrices et interlocuteurs d'un ministère de la Culture qui désormais serait le marchepied d'une culture par algorithme de consommation personnelle plutôt que d'émancipation d'émancipation collective. Pardon. Enfin, la mission que nous on porte est telle qu'on la conçoit pour le ministère de la Culture et pour ses services publics, c'est celui de réinstituer le ministère de la Culture, c'est-à-dire tout d'abord de commencer par lui donner les moyens nécessaires, les moyens financiers nécessaires pour pouvoir mener à bien ces missions et que toutes celles et ceux qui portent ces ambitions d'émancipation puissent les mener à bien au quotidien, ce qui passe par le fait de fixer le budget national consacré aux arts et à la culture à 1% du PIB. Alors souvent,
ça peut prêter à confusion. On dirait 1%, c'est comme ce qu'ils ont fait en 81. Non, ça c'était 1% du budget de l'État. Maintenant, on passe à 1% du PIB. Ce qui, et vous avez bien fait de citer l'ensemble des dépenses publiques reliées à la culture, équivaudrait, d'après nos calculs, à une augmentation concernant le seul ministère de la Culture, d'un tiers de son budget, ce qui permettrait déjà de souffler et de rattraper, à notre sens, d'abroger ces inégalités territoriales en matière de structure, de création, de diffusion, de pratique et de mémoire dans l'ensemble du territoire. Et cette longue liste des établissements publics nationaux, à l'exception du CND qui est à Pantin, si je puis, parce que c'est quand même important, je vis à côté, mais enfin bref, au-delà de la petite anecdote, c'est vrai que c'est un problème, cette inégalité de structure, et que nous pensons qu'il est temps de porter une nouvelle étape de démocratisation culturelle. On pourra parler de ce terme de démocratisation culturelle, qui ira de pair avec une reprise des grands travaux pour abroger ces inégalités territoriales en matière de structure, mais également accompagner, financer, mieux doter ce qui existe déjà et composer en réalité en aussi redotant le service public des arts et de la culture des agents nécessaires pour avoir une visibilité sur ce qu'il se passe partout en France, et de concevoir ainsi comme ça, de revivifier. Le fisc parle d'un plan de revitalisation des arts et de la culture, et donc voilà, d'entraîner cette revitalisation en concevant cette diversité d'actrices et d'acteurs comme des écosystèmes. Et je terminerai enfin là-dessus, je vois le temps qui défile, en posant que l'action publique dans les arts et de la culture passera en effet par la planification comme l'ensemble de l'action publique que l'on prévoit à l'Union populaire, mais que cette planification se composera constamment avec l'ensemble des actrices concernées, collectivités territoriales comme organisations de travailleurs, et que l'échelle temporelle sur laquelle s'organisera notre action sera le temps long. Voilà, merci. Aymeric CASO, je pense que c'est bon. Je pense que ça marche. Ouais, ça marche. Et le nom est bien prononcé. J'aurais été chagriné que ici on rogne mon particularisme niçois. Merci vraiment à la FMDT, ça a été dit, mais on manque de débat sur la culture. Pour avoir participé au débat des forces de gauche à la fête de l'UMA sur la culture, c'était quand même relativement flippant. C'est pas le débat qui était le plus rempli, et le propos n'était pas très enthousiasmant. Par exemple, une force de gauche dont je tairai le nom, mais qui n'est pas ici représentée, le représentant disait bon, bah là c'est plié, personne ne va en parler, on verra plus tard. Bon. Moi je suis très heureux d'être parmi vous, de voir dans cette salle beaucoup de visages amis de l'occupation du Théâtre Gralin de l'année dernière, et je pense qu'il faut qu'on retrouve le chemin de l'action. C'est la première des choses. On fêtait, il fêtait, j'étais à Paris hier avec Fabien Roussel, mais hier l'année d'occupation. Et je crois que c'est extrêmement important. Dans ma sensibilité politique, pourrait résumer à ce que l'émancipation des travailleurs de la culture sera faite par les travailleurs de la culture eux-mêmes. En tout cas, on y est particulièrement attaché. La première réponse aux multiples questions posées, ce serait de considérer que la gestion de la question culturelle nationale doit être partagée, que les organisations professionnelles, les organisations syndicales doivent être non seulement écoutées, mais surtout le plus souvent entendues. Ce n'est pas le cas. Je crois que la CGT Spectacle s'est adressée à la ministre il y a encore très peu pour faire un point d'étape sur où en est la crise de la chaîne économique culturelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit en premier lieu, je crois, et qu'aujourd'hui le compte n'y est pas. On a toujours besoin, dans la crise dans laquelle nous entrons, de la diffusion, de soutenir, de continuer ce qui a été fait beaucoup, peut-être insuffisamment, mais beaucoup, de rémunérer quand il y a des annulations des reports. Il faut continuer de le faire. Pour ça, il faut avoir les financements. Donc on a toujours besoin des fonds de soutien. Il y a la question de... Tout ça est un peu en vrac. Je vous avoue que j'ai peu eu le temps de préparer cette rencontre. Aujourd'hui, le ministère de la Culture est plus déconcentré que décentralisé. Dans cette relation avec l'État, la place des collectivités locales est majeure. Sylvain a rappelé beaucoup de chiffres tout à l'heure.
avec quelques balbutiements et hésitations, mais j'y vois un hommage à Henri Krasuki qui ne me déplaît pas. En tout cas, les collectivités locales, c'est 9 milliards. Elles dépensent 2, 3, 4 fois plus parfois que l'État en part budgétaire. Ce paradigme-là, il n'est plus soutenable, d'autant que dans le même temps, les libéraux qui se sont succédés à la tête de l'État ont continué de taper dans les collectivités locales et leur capacité d'action. Donc je crois qu'il faut, ici où on parle de réalité locale, de droit culturel, de diversité, il faut qu'on mette en premier plan aussi cette question républicaine centrale qui est la clause de compétence générale des collectivités, qu'on les laisse développer les politiques qu'elles veulent et assumer la politique culturelle qu'elles souhaitent et la compétence culturelle à la hauteur où elles le souhaitent. Deuxièmement, on parle ici depuis une région qui est la deuxième région la moins financée au niveau des DRAC, à l'euro par habitant. Donc on voit tous les problèmes qui sont posés. De ce point de vue-là, il faut augmenter la part du gâteau plutôt que de constater que tout l'argent va, ou trop d'argent, voilà, qu'il y a beaucoup d'argent qui vont vers les institutions financées par le ministère de la Culture lui-même et qui sont à Paris. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait de beaux spectacles à la Philharmonie de Paris, à condition que je ne vive pas dans une région qui est la deuxième, la moins dotée de France de ce point de vue-là. Nous, on est pour la création d'un grand ministère de plein exercice toujours, mais de la culture, des télécommunications et de l'éducation populaire, et pour aller jusqu'à 1% du PIB, le financement de ce ministère. J'ai déjà parlé de la question de la gouvernance ouverte, mais je crois qu'elle est centrale. Nous proposons de commencer par organiser des grands états généraux de la culture dans le pays pour en refaire une cause essentielle sur le territoire national. Là où on a peut-être pas forcément des différences, parce que ce que j'entends est quand même relativement convergent, mais il faut qu'on précise un petit peu les menaces qui planent sur la chaîne économique culturelle. On s'est beaucoup gargarisé dans ce pays sur une exception culturelle qui est parfois un peu fantasmée, en tout cas, qui est mise au défi de nouveaux monopoles. En tout cas, la question, je ne sais pas si j'irai jusqu'à parler de service public, parce qu'il faut qu'on s'entende sur les termes. En tout cas, il faut que nous assumions ensemble le combat, parce que c'en est un, parce que c'est une lutte pour éviter ces monopoles et la mainmise sur le marché de toute la chaîne culturelle. En cela, je ne peux que rejoindre les propositions publiques qui ont été faites. Il y a un deuxième obstacle. Peut-être que nous autres communistes, on est un peu vaccinés là-dessus. C'est la commande publique et le fait que le politique fasse les choix. Et on est pour la liberté de création. Donc c'est aux artistes eux-mêmes, aux structures, de proposer. Donc il y a un chemin entre les deux. Pas d'autoritarisme politique et non à la mainmise des marchés. En ça, je crois, mais bon, vous aurez compris que c'est un peu le thème de la campagne de Fabien Roussel. Le défi des jours heureux est un hommage au CNR. Je crois qu'il faut remettre au goût du jour un certain nombre d'objectifs, notamment sur les monopoles en matière de télécommunications qui ont été rompus, brisés, amoindris à la Libération. Et aujourd'hui, on a Bolloré qui veut faire la mainmise sur les manuels scolaires. Il va jusque-là. Et donc, ça implique un certain nombre de questions. Je ne suis pas sûr que Bolloré soit opposé, par exemple, à une certaine vision, la sienne, d'extrême droite, donc, des musiques traditionnelles. Et on n'aurait pas la même définition. Donc, il faut trouver ce chemin entre le marché et la commande publique. En tout cas, nous, on s'inscrit toujours dans ce programme du CNR qui disait vouloir permettre à tous les enfants de France l'accès à la culture la plus avancée. Je crois que c'est toujours d'actualité. Et ce sera ma conclusion, parce que je vois le thermomètre là qui chauffe. Tout le monde est parfait sur les temps. Alban donc, conserve le micro à chef et donc va vous le passer si vous avez des questions à poser. Des réactions. Ou des réactions, voilà. Nous avons... Oui, alors juste dans la méthode, oui, présentez-vous, nom, prénom et voilà. intervention. Donc nous avons un monsieur dans la salle. Peut-être qu'ils vont...
Mais après... Merci. C'est pas grave. Merci. Manu Théron, chanteur occitan, Marseille. Bonjour messieurs, merci pour vos différentes interventions. Moi, ce que j'aurais voulu remarquer déjà d'une part, c'est que sur des problématiques qui concernent de près ou de loin la culture, par exemple que sont les langues de France, vos partis ont voté différemment sur, par exemple, la notion d'immersivité dans l'enseignement de ces langues et dans l'accès à ces cultures. Donc déjà, moi, ça m'a posé un gros problème de voir qu'il y avait des positionnements idéologiques par rapport à des faits culturels. Mais ça, c'est pas que vous, c'est en général. Et ensuite, il y avait aussi, je pense, dans la posture de vouloir déconcentrer ou décentraliser, déjà une démonstration que le problème de la démocratie française est plutôt un problème d'ethnopsychiatrie que de politique, et que nous ramène vraiment à une façon de se penser et de penser le centre qui est pour moi archaïque, mortifère et profondément qui est une négation de la création. Pour faire très vite, on est le seul pays au monde qui ait eu pendant 200 ans une surintendance à la musique, puisqu'on parle de musique, c'est-à-dire quelqu'un qui décidait depuis un point donné qui devait écrire, publier et interpréter. C'est resté dans les mentalités, mais ça n'est pas resté que pour la musique, c'est resté pour les mentalités, pour le transport, les nouveaux schémas de transport ferroviaire, par exemple, ont été dessinés bien après les lois de décentralisation, et on voit qu'ils s'articulent en étoile autour d'un centre, encore une fois. Donc il y a vraiment un problème, je pense. Alors, le Parti communiste a essayé de s'en défaire dans les années 70, mais ce n'est pas vraiment réussi. La LFI, on a vu comment voter ses députés en ce qui concerne les langues de France. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va au-delà du clivage, et je vais terminer, excusez-moi, qui va au-delà du clivage et au-delà de la répartition politique. Il y a vraiment quelque chose qui tient la mentalité et qui devient de plus en plus spécifique à ce pays. Et c'est vraiment l'exception culturelle que je trouve la plus rédhibitoire, personnellement, et déformante. Et pour terminer, et j'en termine avec ça, c'est de ce fait-là, de ce centralisme et de ce manque total de démocratie dans la façon de concevoir la décentralisation, qui ne peut être conçue que depuis le centre et jamais depuis les périphéries. C'est depuis cette façon de concevoir la décentralisation qu'on peut comprendre pourquoi la France a aussi du mal avec ses problèmes d'identité et du mal avec ses problèmes de conscience des identités et de conscientisation on va dire des identités et de la multiplicité des identités. Donc du coup, j'aimerais moi entendre des paroles de vos partis respectifs qui articulent ces deux faits, c'est-à-dire le manque de décentralisation qui est aussi pas une histoire de centre, mais une histoire de périphérie, et avant tout une histoire de périphérie, et aussi le manque de réflexion sur l'articulation entre ce que font subir les politiciens de droite à la notion d'identité et cette impossibilité de se penser autrement que dans une articulation centre-périphérie. Merci. Okay. Avant les réponses, sur toute la partie oui, sur les langues, comme ce sera le deuxième point, le deuxième débat sur la diversité, on en parlera vraiment plus avant. On va peut-être rester plus sur l'aspect décentralisation, des concentrations, centre, périphérie, etc. Qui veut commencer? Benoît? Ouais, oui, je me sens, et les écologistes sont assez proches de l'analyse de l'intervenant. Effectivement, c'est toute l'histoire française de la centralisation et des pouvoirs centraux à Paris, et qui a toujours nié les spécificités régionales pour imposer
une culture nationale, une histoire nationale, une langue, une seule langue. Et malheureusement, c'est un discours qui est repris par beaucoup de partis. On ne peut pas, enfin on en parlera tout à l'heure sur la diversité culturelle, hein. On ne peut pas avoir une vision de la diversité d'une société, de la diversité culturelle sans, sans prendre en compte les spécificités des territoires et des populations. Et le terme d'identité, moi que j'associe plus à la personne qu'à une région, hein. Je défends la notion d'identité culturelle qui correspond à l'identité d'une personne, que chaque personne est amenée à se construire tout au long de sa vie, avec ses propres choix, ses héritages et voilà, le long de son parcours. La question de l'identité est quelque chose d'important, de fondamental même dans le respect des droits humains. Et je pense que l'État doit repenser totalement son rôle pour se mettre au service, non pas d'une culture nationale, mais au service, effectivement, de spécificités de territoire, de culture régionale et de liberté à chaque individu de choisir son propre parcours et sa propre culture personnelle. Donc, c'est une vision beaucoup plus horizontale que ce que l'histoire de France nous a laissé. Et je pense qu'effectivement, c'est une remise en cause forte du centralisme que l'on connaît actuellement au ministère de la Culture. Aymeric, peut-être, et puis ça on change un peu de sens. Ouais, je reviendrai tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur les langues régionales et tout ça, parce que c'est un autre point de la question. Je vais essayer de m'en tenir à celle qui était posée, parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe. Vous ne retrouverez pas chez moi, un discours anti-républicain sur la Révolution française qui aurait tout amoindri les spécificités, parce que ce serait un long débat historique. On ne serait peut-être pas tous d'accord. C'est pas grave. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je reconnais dans le rôle de l'État justement cette belle promesse d'égalité qui nous vient de la Révolution française. Et l'égalité, c'est pas l'uniformité. Et chez les communistes, je crois pouvoir dire qu'on a quand même quelques acquis dans les expériences municipales de démocratisation culturelle, de proximité, de décentralisation. Donc il faut y aller à fond là-dessus. Pour ça, il faut, j'en ai déjà parlé, les budgets des collectivités locales et leur libre administration. Il y avait une question sur l'Europe qu'il nous faut traiter, parce que je ne me reconnais pas, moi non plus, dans une Europe des régions au-delà des nations. Je veux bien définir la nation française. Pour moi, c'est une nation politique, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure. En tout cas, il faut qu'on défende 2-3 trucs en Europe, parce que vous voyez bien aujourd'hui ce qui est en train de les débats qu'on est en train d'avoir, qui nécessiteraient, donc je ne rentre pas dans tout ça, mais en tout cas, puisqu'il y a une grande volonté à une Europe de la défense, il est incompréhensible qu'on n'ait pas des discussions sur une Europe des cultures. À cela, il faudra mettre des garde-fous, protéger le régime de la subvention, parce que parfois, eh bien, on va nous dire, mais attendez, vous ne vous mettez pas en concurrence. Et la culture, ce n'est pas la concurrence, c'est la libre circulation des diversités, du plus local voilà, il y a des identités, vaste débat, il y a des cultures, il y a des locuteurs, il y a tout ça qui doit pouvoir circuler librement sur le territoire européen. Voilà, ça, et puis protéger évidemment les services publics, le régime de la subvention, de ce qui nous est imposé aujourd'hui par les traités libéraux. Et ça, c'est un danger pour les politiques culturelles. Donc des discussions à l'échelle de l'Europe sur la culture, c'est nécessaire et c'est même urgent, et je préférerais avoir celle-là que d'autres, à condition qu'elle n'emporte pas tout dans le tout marché. Et d'autre part, celles et ceux qui ici sont des professionnels, je crois que c'est le cas de tout le monde, peuvent constater combien c'est difficile de monter un projet européen, et comme la bureaucratie, ce n'est pas le centralisme parisien qui l'a inventé.
Donc on a ces questions-là qui sont devant nous. Et le rôle du ministère de la Culture, parce que c'était une question qui était posée, je prends une anecdote, pas longue. Je me suis retrouvé à la fête de l'UMA. Jack Lang voulait absolument venir à la fête de l'UMA. Fabien me dit, tu es allé joindre la culture, tu ne peux pas t'en occuper. Donc j'ai trimballé 2 heures Jack Lang à la fête de l'UMA. Il voulait écouter de la musique d'ailleurs. Et tout ça pour dire, tout le monde l'a arrêté pour faire des selfies, des fois des gens de 16 ans. Donc en fait, dans ce pays, on a Malraux, Jack Lang, et puis depuis, on ne sait plus. C'est quand même un putain de problème. Excusez-moi, je me suis égaré dans un propos un peu grossier, mais c'est quand même un problème. Donc on a besoin de redéfinir tout ça ensemble. Et moi, j'ai envie qu'on le fasse sans opposition. Il y a un rôle de l'État, il y a un rôle des collectivités locales, il y a avant tout un rôle des acteurs culturels eux-mêmes, direction, fédération, organisation professionnelle, organisation syndicale, pour qu'on arrive à le redéfinir ensemble, ce rôle du ministère de la Culture. Martin. Pour répondre à cette question qui, je crois, est partagée, est réellement partagée par beaucoup de monde, cette impression d'un centralisme et du moins d'une uniformisation esthétique dans ce qui est financé publiquement. Bon. La déliquescence de la pensée des politiques culturelles en France depuis beaucoup trop nombreuses années ont pu mener à ce genre de dérive, clairement. La vision qu'on en a à l'Union populaire et à la France insoumise, qui est aussi issue des expériences historiques qu'il faut tirer, c'est que le politique ne se mêle pas d'esthétique. C'est notre ligne directrice politique, à l'exception près d'un souci pour la diversité et de la nécessité d'être le garant de cette diversité. C'est le seul critère esthétique qui rentre dedans. Donc nous, c'est la manière qu'on a de concevoir ça. Et qu'en effet, il faut voir aussi la chose telle qu'elle est actuellement. Ça a pu, dans la salle de réponse juste avant, on a pu parler de cette notion de la concentration des industries culturelles et de l'uniformisation des formes et des récits qui est à l'œuvre dans une accélération inédite, d'autant plus depuis la crise sanitaire. Je vois quand même jusqu'à ce petit outil de télécommande-là, il y a écrit Netflix dessus. Et on a pu le voir du côté de Bolloré aussi, qui maintenant est donc présent aussi dans les commissions de financement des films de Canal+. Il les lit. Il choisit lui-même ce qu'il y a. Il a même été jusqu'à censurer. L'exemple que j'ai en tête, c'est la série Paris Police 1900. Alors désolé, il y a encore Paris et c'est encore une série de flics, mais que je ne saurais que vous recommander en l'occurrence, pour censurer le scénario de la saison 2 pour 2 raisons, puisqu'il ne voulait pas qu'on parle d'homosexualité et de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Cette uniformisation des formes et des récits. Alors certes, on est dans le champ des industries culturelles, mais il n'empêche qu'elle est conséquente quand même. Elle est en marche significativement. Du côté des plateformes états-uniennes, pour prendre l'exemple de Netflix, on a leur choix de sélection de financement, c'est pas tant aller à ce qui est raconté dans le scénario, mais un habile outil dont je ne saurais vous expliquer le fonctionnement, qui analyse les scénarios pour s'assurer qu'il n'y aura pas 2 minutes qui ne suffiront pas à susciter l'intérêt chez les personnes qui regardent et qui pourraient les emmener faire autre chose. Voilà où on en est un petit peu dans, malheureusement, ceux qui se trouvent donner le là aujourd'hui dans les récits les plus... auquel le plus grand nombre de personnes ont accès. Donc il est clair que nous, ce qu'on veut porter dans l'optique d'une prise de pouvoir, c'est un retour des pouvoirs publics comme garant de cette diversité-là, à la fois pour peser contre cette mainmise et cette concentration des médias, d'où en effet ce projet qui arrivera très vite de loi de loi de déconcentration dans les médias et dans les industries culturelles, mais également de ne pas laisser le là donné à ceci pour des objectifs politiques ou financiers. Et encore une fois, la manière, on parlera de la diversité juste après, j'expliquerai un peu plus précisément ce sujet-là, mais nous, la manière telle qu'on a de concevoir cette nouvelle étape de démocratisation culturelle qu'on veut proposer, elle prend expérience de ce qui a été fait avant, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et de ce qui doit être composé aujourd'hui pour une politique culturelle émancipatrice et diversifiée du XXIe siècle, et qui doit donc tirer leçon aussi peut-être de manière trop, en effet, verticale ou bureaucratique de ce qui a été fait avant. Et je conclurai juste aussi en disant que
il est clair aujourd'hui qu'on voit dans les couloirs du ministère et de ses services régner une bureaucratie kafkaïenne, vu qu'il s'agit de parler d'éléments sensibles et d'éléments humains, ce qui est incompatible avec la vision néolibérale, et que c'est clair que ce n'est pas en cochant des cases comme ce qui est malheureusement... ce qu'on demande malheureusement aux agents des services publics des arts et de la culture aujourd'hui, qu'on pourra avoir un projet émancipateur et pour la diversité ambitieux. Morgane. Ouais. Non, bah non, parce que sinon ça va être un dialogue. Alors, non, mais on va enchaîner après avec sur la diversité culturelle. Mais moi j'ai, oui, mais ouais, sur les langues, ça sera après. Oui. Donc on va écouter Morgane et puis ensuite on poursuivra sur la diversité culturelle. Quel talent.